D'abord, peut-être une petite chose sur moi-même. Je m'appelle Harry, mais mon père s'appelle Pierre, Peter en hollandais. Mais je suis Harry de Pierre, de Harry de Pierre, de Harry de Pierre jusqu'à le XVIIe siècle. Et ça veut dire que dans notre tradition familiale, c'était seulement mon père et grand-père qu'on peut dire, il était conventionnel. Ils ont utilisé les chimies, ils ont utilisé les pesticides, mais toutes les autres générations, les grands-grands-grands-grands-pères, étaient des paysans bio, sans connaître le mot. On va réaliser ça. J'aime bien de raconter un peu sur le développement dans la société civile. Aux Pays-Bas d'abord, et après un peu qu'est-ce que se passe à Bruxelles. Aux Pays-Bas, il y a quelques débats très importants. D'abord, la relation entre la nourriture et la santé. Dans notre société aujourd'hui, on dit que c'était dans le passé un sujet sous-estimé. Pas seulement, comme nous avons dit, quel effet, comme le Foll ce matin dit, quels sont les effets pour la vie familiale, de ne pas prendre le temps pour manger, mais il y a des choses, des relations plus intéressantes et plus importantes quand on parle sur la nourriture, la famille, la santé. Par exemple, ici on a parlé beaucoup aussi ce matin sur le système restauration collective dans la cantine scolaire, d'avoir une nourriture dans les cantines pour les enfants plus bio et plus régionaux, plus régional. Mais aussi, on oublie beaucoup de fois qu'il y a un effet direct, par exemple, par la nourriture fraîche, inclus le pain bio, comme vous avez dit ce matin, sur le principe de l'obésitas. Parce que l'obésitas devient, dans les 20 années à venir, un grand problème, pas seulement pour la famille, mais aussi pour la santé publique et pour les finances publiques, pour l'obésitas. Mais on oublie beaucoup de fois qu'est-ce qui se passe dans la prison, qu'est-ce qui se passe dans les cantines des maisons de retraite. Par exemple, aux Pays-Bas, nous avons une maison de retraite où le chef, le directeur, a commencé il y a 5 années passées de nourrir son clientèle, sa maison, avec majorité de vieux avec Alzheimer, de nourrir avec 100% bio. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant? À l'un côté, je vois que mes frais pour la cuisine sont augmentés, parce que bon, je n'utilise pas plus un système industrialisé avec le magnétron, avec le microwave, mais j'ai des chefs qui font la cuisine sur place avec des ingrédients bio et frais. Mais à l'autre côté, quand je vois mon bilan annuel, je vois maintenant, en 2012, que mes coûts pour les médicaments, pour toutes les clientèles Alzheimer, est diminué avec 25%. Ce n'est pas une évidence scientifique, mais ça donne des exemples qui disent on a besoin de la recherche. Quelle est la relation entre la nourriture et la santé aussi pour les gens plus âgés? Il y a un monde à gagner là, pour le monde bio. Par exemple, quand on prend l'exemple, ce matin aussi, Danemark était nommé par Elisabeth ce matin. Mais quand on voit par exemple la ville de Copenhague, a décidé il y a 6 ans que le but est d'avoir vraiment toute la restauration collective à Copenhague, bio et régionale. Maintenant, en 2013, ils ont réalisé que dans toutes les cantines, scolaires, municipalités, prisons, hôpitaux, ils sont maintenant arrivés à 60% dans 6 ans.
60%. Ça dit quelque chose. Ça veut dire, du point de vue de l'agriculture bio, c'est un marché potentiel énorme. Je n'ai pas les chiffres dans la tête, mais quand on voit le potentiel pour manger dehors dans une structure comme ça, inclut par exemple les avions et les trains, hein, parce qu'on mange de plus en plus pas à la maison, et c'est très important avec la restauration collective qu'on se réalise que tout cet argent est public money. C'est l'argent public. Hein, c'est l'argent public où nous, comme taxpayers, ont quelque chose à dire. Comment cet argent est utilisé. Et c'est... Bon, je ne sais pas où vous avez vous-même la dernière année, et j'espère pas, que vous avez mangé dans un hôpital. Mais c'est vraiment une raison de quitter très tôt l'hôpital, en fait. Hein? Et quand vous avez mangé ensemble avec votre grand-père dans un centre de retraite, la prochaine fois, tu amènes quelque chose de frais avec toi. Ça veut dire les gens les plus faibles dans la société sont nourris avec l'argent des taxes de nous, le plus mal. Et c'est, de mon avis, dans une société aujourd'hui, c'est un scandale. Et un monde à gagner, de mon avis. Et il y a besoin, quand on parle sur le niveau européen, on a besoin, par exemple, de nouveaux règlements et de nouvelles lois qu'un hôpital peut dire. Je veux avoir seulement des produits de distance de 200 km. Des lois comme ça, aux États-Unis, existent. Chez nous, pas encore. Il y a du travail à faire. En même temps, je vois, et peut-être c'est un peu le titre un peu de cette journée, c'est à l'un côté, on peut dire, comme ce matin, ça bouge partout. Ça bouge partout. Quand je vois cette discussion sur la restauration collective, ce n'est pas seulement un débat européen. Aux États-Unis, au Canada, même en Afrique, il y a des débats sur ça. Ça veut dire ça bouge partout. Et deuxièmement, food is sexy. Et ça veut dire que c'est une trend. Food, dans les 40 années passées, était seulement pour nourrir. Ou pour une fête d'avoir le plaisir. Mais aujourd'hui, on peut dire que quand je vois aux Pays-Bas, à Danemark, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, il y a un mouvement de la jeunesse très fort qui s'appelle en anglais the Youth Food Movement. Et le Youth Food Movement est né en Italie, en fait, chez ses parents, ça veut dire chez Slow Food International. Et maintenant, quand je vois, par exemple, à Amsterdam, quel rôle les 3 années passées du Youth Food Movement joue, c'est vachement important et intéressant. Parce que c'est pour la première fois dans l'histoire qu'un mouvement de la jeunesse urbaine s'exprime très fort sur un autre paradigme pour la nourriture. Inclut des actions fortes. Hein. Ils sont militants et heureux en même temps, en fait. Par exemple, l'année passée, notre grand supermarché aux Pays-Bas, Albert Heijn, à Asche, a annoncé qu'ils voudraient diminuer les prix pour tous leurs producteurs, légumes, lait, avec 2%. Grand bétail de notre FNSUA, de CNGA, pas de bruit, pas de réponse de Albert Heijn, de ce supermarché. Mais sur le moment que le Youth Food Movement a commencé une action avec les médias sociaux, avec une vraie démonstration dans la future, 2 jours après, le conseil économique d'Albert Heijn a dit « Ok, nous oublions ça. Nous ne voudrons pas vraiment la merde dans la rue urbaine. Que le fait que les paysans font de bruit, c'est ok. Mais qu'il y a une force dans la société civile urbaine, même à Amsterdam, tous les camarades étaient là. Hein. Ça veut dire que ce sont des choses très importantes. Autre action, le printemps passé,
Chez nous, il y a toujours, quelque part en juin, encore beaucoup de nouveaux pommes de terre du sud arrivent sur le marché, spécialement de Malta. Cette pomme arrive, mais beaucoup des agriculteurs bio avaient encore un stock énorme avec leurs pommes de terre de l'année passée. Et pourri, en fait, parce que les nouveaux pommes de terre sont là. Youth Food Movement fait action, télé est là. 2 paysans bio pommes de terre sont venus avec tout leur stock dans le centre d'Amsterdam, avec tous les médias sociaux, tous les Twitter. Les pommes sont vendues dans une après-midi. Ça veut dire que ce sont des choses qui... C'est une support pour l'agriculture en général, un support pour l'agriculture bio, très fort, nouveau dans la société, qui sont intelligentes, très intelligentes, en utiliser les nouveaux médias sociaux. Et en même temps, on voit aussi ça, par exemple, ce matin aussi, quelqu'un parle sur la situation en Grèce. Mais à l'un côté, la Grèce est maintenant sombre, c'est en crise. Mais en même temps, quand j'écoute mes collègues en Grèce, il y a un mouvement des jeunes urbains sans emploi qui disent « Hé, mais attends, un grand-père a encore 20 hectares quelque part, pourquoi pas commencer une nouvelle chose ?» Et qui est très intéressant que toutes ces initiatives sont des initiatives coopératives. Et je crois que c'est un deuxième message important pour le monde bio. On se doit réaliser que les coopératives de nos grands-parents ou grands-grands-parents sont nées en 1880 ou dans la période 1930, 2 périodes de grande crise. C'était toujours une sol en fait pour un nouveau mouvement coopératif. Et moi, je vois, et chez les paysans, les jeunes paysans en Grèce, je vois ça, c'est chez nous, chez les paysans qui produisent, entre guillemets, des services verts, hein, des produits, la maintenance de la nature, la biodiversité, ce sont toujours des efforts coopératifs. Et peut-être c'est aussi pour le monde bio en France, bien de réfléchir quelles seront des nouvelles possibilités sur une manière coopérative. Parce que comme seul paysan, tu n'as pas du tout une influence sur le marché. Mais comme collectivité, vous avez quelques possibilités. En même temps que je vois comme développement urbain, c'est des nouveaux coopératives de consommateurs. Ça veut dire, à Amsterdam, il y a de plus en plus et pas seulement dans la région, dans les quartiers pauvres, mais partout, des coopératives de consommateurs qui achètent leurs produits chez la majorité, dans le monde bio, des produits ensemble. Comme ça, il y a en fait des nouvelles forces économiques et sociales sur le marché. En même temps, je suis même maintenant moi-même président d'une coopérative aux Pays-Bas de ça, les producteurs bio disent, mais attends, hein, et j'aime bien que Yann a présenté, quel type de l'agriculture et quel type de paysage nous voudrons? Et comment nous pouvons faire un lien direct, comme vous avez dit, avec les apps, avec les possibilités d'Internet, pour être pas du tout anonyme, mais être réel. Il y a un homme ou une femme, ou un couple, ou une famille, ou un grand-père derrière qui fait vos produits. Ça veut dire rebâtir une relation. Mais pour ça aussi, c'est important que votre offre comme producteur bio est une offre coopérative. Ça veut dire tout le portfolio doit être là. Si tu vends seulement du fromage, ou seulement des œufs, ou seulement de salade, sur le long terme, ce n'est pas valable économiquement. Mais dans une coopérative, inclut le shopping, faire des courses par Internet, en 10 ans, j'ai dit, ça devient une partie du marché plus grand et plus important que nous pouvons penser.
Mais ça veut dire que le secteur bio doit investir dans la recherche des possibilités, des nouvelles formes d'Internet. Nous devons utiliser IFOAM comme plateforme internationale pour échanger des nouvelles méthodes de marketing. Comme en fait, et le contrôle, parce que aussi le collègue d'Autriche était très clair que le mot confiance est très important. Et quand il y a un lien direct entre ces groupes de consommateurs et ce groupe de producteurs, des scandales comme la semaine passée en Allemagne avec les œufs n'est pas plus possible. En même temps, nous, comme monde bio, nous devons vraiment réagir et penser et réfléchir sur quelle échelle de notre production est en fait humaine. Parce que le scandale en Allemagne, ce n'est pas un scandale bio, c'est un scandale méthode industrielle en fait. C'est la méthode artisanale vers la méthode industrielle. Et de mon avis, peut-être nous pouvons apprendre quelque chose aussi de slow food. Le slow food peut-être en France, ne parle pas si fort, mais slow food à Bruxelles a quelque chose à dire. Est vraiment pour une méthode, pour une agriculture artisanale et pas une étape industrielle plus forte. Parce que le contrôle de qualité du vivant dans des systèmes agro, c'est pas comme produire les voitures ou les télés ou les bouteilles comme ça. Une autre chose dans le débat, c'est le rôle des OGM. Je sais bien qu'aussi en France, vous avez beaucoup de débats publics et politiques sur les OGM. Pour moi, c'est très clair qu'il y a une mythe. Et c'est maintenant aussi deux choses. À l'un côté, vous avez vu l'année passée à Californie, où il y a une vote populaire sur une label OGM est dans ça, obligatoire. Et c'était des millions de dollars de Monsanto sont utilisés les dernières 2 semaines avant cette élection pour changer les études des hommes qui votent. Mais en même temps, on se doit aussi réaliser qu'il y a une grande mythe qui est relatée à ce modèle industriel de l'agriculture, et ce modèle dit à nous, l'agriculture bio, vous êtes immoral, vous n'avez pas du tout une morale. Ah, le chef de l'université de Wageningen m'a dit l'année passée, quand tu défends l'agriculture bio, tu défends le faim pour le tiers-monde. Donc c'était public sur le radio, hein, que cette attaque maintenant et avec une certaine distance, je veux dire, toute cette résistance et tout ce bruit de ce système, entre guillemets, ancien, industriel, sont des bruits nécessaires. Parce qu'avec un changement de paradigme, on a besoin de ça pour arriver aussi à une situation plus claire pour le grand public. Parce que le débat OGM pour le grand public n'est pas à suivre. Parce qu'à l'un côté, il y a ce comité scientifique, à l'autre côté, il y a une autre université qui dit quelque chose payé par Bayer ou Monsanto, mais ce n'est pas dans leur publication. Ça veut dire aussi pour le monde bio, c'est très important dans nos activités éducatives vers la société civile, au moins de dire, chez nous, ce n'est pas nécessaire ce débat OGM, parce que nous ne vendons pas. Et ça veut dire que, du point de vue santé publique, environnement, effet pas connu, parce que c'est pour moi, personnellement, la grande chose. Je ne sais pas scientifiquement quels seront avec les OGM sur le long terme les effets. Et quand j'étais aux Pays-Bas, pendant 6 ans président de BioAgence aux Pays-Bas, j'ai toujours dit, je ne suis pas contre la connaissance contre la connaissance génétique. J'aime bien de savoir plus sur les gènes,
Mais nous, dans le monde bio, avec cette recherche, vont faire des autres choses que les GMOs. Mais nous avons aussi besoin de cette connaissance. Une autre chose aux Pays-Bas ou dans les pays nordiques, c'est le bien-être des animaux. Aux Pays-Bas, nous avons maintenant, même dans notre Parlement, une partie politique qui s'appelle le Parti pour les animaux. Ils ne sont pas grands, mais ils sont forts et radicaux. Et en même temps, c'est très important que dans notre publication, dans notre image, dans notre marketing, que le secteur bio est plus fort et plus fier sur le bien-être de nos animaux. De temps en temps, nous oublions de mettre vraiment au cœur, aux mains dans les pays nordiques, le bien-être des animaux. Parce que, bon, le fait que maintenant le parti pour les animaux est aux Pays-Bas si fort, ça dit quelque chose sur les sentiments chez le peuple. Et pour nous, dans le monde bio, c'est un grand avantage potentiel. Et en même temps, le mot confiance, ce matin utilisé beaucoup, aussi cet après-midi, nous devons pas seulement dire au gouvernement, fais des règles plus fortes et des sanctions plus fortes quand il y a des choses qui ne sont pas d'accord avec les choses que nous avons promis aux consommateurs. Ça veut dire le système pour punir, c'est le mot français? Oui, pour sanctionner, ça doit être plus fort. Inclut une certaine exclusion sociale, qu'on ne peut pas régler par loi, mais qui le monde bio, entre eux, peut régler. Quand je vois la naissance des coopératives laitières aux Pays-Bas dans le fin du 19e siècle, c'était basé sur le fait que le contrôle de qualité du lait n'était pas fait par l'État, mais par la coopérative qui était à eux. Et quand tu étais dans cette époque un mauvais paysan du point de vue de qualité, tu étais exclu de la vie sociale dans le village. Ça veut dire des mécanismes comme ça doivent être très importants pour la future. Parce que, comme nous avons dit, nous devons garder pas seulement les valeurs, mais aussi le golden standard, le standard de l'or, comme Yann a dit juste. Et aussi, dans notre communication avec la société civile, nous devons aussi dire, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes au début du développement vers une agriculture en relation avec la nature. Nous sommes au début. Il y a besoin plus de la recherche. Il y a besoin plus de soutien des vrais innovateurs dans le secteur bio. Et quand on dit ça, on doit aussi dire, et certaines choses ne sont pas encore bien réglées chez nous. Par exemple, quand je vais aux Pays-Bas, dans le monde bio, chez les producteurs, le nombre de tracteurs qui sont trop vieux, qui polluent énorme. Quand je vois les serres pour la tomate ou pour le concombre bio, et quand je vois leur utilisation d'énergie avec les anciennes serres, ça veut dire que nous pouvons vraiment aussi utiliser les innovateurs durables dans le secteur conventionnel. Et que je vois par exemple maintenant dans le village où j'habite, il y a une forte relation chez les jeunes entre les jeunes paysans conventionnels et les jeunes paysans bio. Dans l'hiver, ils font des clubs d'études ensemble pour voir qu'est-ce que je peux apprendre de toi et quoi tu peux apprendre de moi. Et ensemble, nous avons une certaine érotique comme jeunes pour la technologie. Et sur le moment que nous pouvons faire un nouveau truc sur nos tracteurs avec des systèmes GPS pour enlever les mauvaises herbes, c'est bien pour toi et c'est bien pour moi. Ça veut dire qu'il y a aussi des possibilités
vraiment, avec de frontrunners, les innovateurs durables dans le secteur conventionnel. Bon, et une dernière chose que j'aime bien dire, qui est un peu mis sur la table par certains NGO vertes aux Pays-Bas et par certains paysans en bio, c'est sur le long terme, c'est l'effet qu'il n'y a pas plus de phosphore, le phosphate dans 40, 50, 60, 70 ans. Les stocks de phosphate sont plus là. Très bien pour l'agriculture bio. Mais en même temps, ça devient une autre crise. À l'autre côté, c'est l'agriculture conventionnelle. Et dans cette période, nous devons faire attention que beaucoup des produits, entre guillemets, conventionnels ne deviennent pas dans un bio. Ça veut dire, j'aime bien et je suis très, très favorable pour une croissance de l'agriculture bio, mais pas trop vite. Parce que si ça va trop vite, nous perdons l'intérieur du paysan et l'intérieur, les valeurs dans cette production. Dans cette période, ça devient seulement marché. Et faire attention, parce que là, ça peut être très dangereux pour le vrai bio. Bon, Bruxelles, quelques mots sur ça. À Bruxelles, nous sommes commencé avec quelques NGO il y a 3 ans, avec une plateforme européenne des NGO verts, et écologiques. Et maintenant, 3 années plus tard, plus que 160 NGO européens sont dans notre Agriculture and Rural Convention. Et c'est un effort public à Bruxelles, parce que Ciolos, le commissionnaire européen, a dit « Je veux pas seulement avoir un débat sur la réforme du PAC avec les anciens partenaires, le COPAC, OGK, avec l'agribusiness. Non, je veux aussi, parce que c'est aussi un intérêt public et beaucoup de l'argent public, je veux aussi une influence de la société civile. Cette société civile européenne est maintenant représentée par 160 associations, NGOs, inclus les bilatères, inclus Slow Food International, inclus IFOAM. C'est intéressant de savoir que IFOAM est vraiment pour la société civile. IFOAM est pour eux le plus intéressant de parler avec. Et ça veut dire, et ça montre aussi très clair dans les enquêtes qui sont faites européennes, que la société civile veut, entre guillemets, verdir le PAC plus grave et plus intensive que maintenant le débat dans le Parlement européen montre. Ça veut dire, quand vous avez des contacts avec des parlementaires européens français, prends la semaine le téléphone ou envoie une email en disant que tu supportes vraiment une approche de verdir, inclut la possibilité pour le bio de la Commission européenne. Bon, un peu comme ça.